يمشي je vérifie. C'est bon, on commence. Alors, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire un chapitre, c'est le dernier chapitre en ce qui concerne l'anatomie-pathologie pour les 3e années de médecine. Ce sera une tumeur spéciale, ce qu'on appelait dans les dernières années tumeur spéciale. Donc après avoir vu tout ce qui est tumeur mésenchymateuse, tout ce qui est tumeur lymphomateuse, tout ce qui est tumeur mélanocytaire, les tumeurs du système nerveux central aussi, périphérique. Donc on termine avec les tumeurs embryonnaires. Oui? Je n'ai pas compris. Bouche bien. Mais فهمت, j'ai pas compris. Alors, vous avez 3 objectifs à la fin de ce cours. Donc, ce qu'il faudra retenir d'abord, c'est connaître la définition d'une tumeur embryonnaire, ses aspects morphologiques, parce que c'est très important en anatomopathologie, c'est le seul qui permet, ou c'est la seule qui permet le diagnostic positif. Il faudra aussi connaître un petit mot sur la prise en charge et tout à l'heure, on va voir que les tumeurs embryonnaires ont un pronostic plus ou moins sombre et elles ont quand même une gravité importante. Alors, pour essayer de définir et de connaître les tumeurs embryonnaires, on va essayer d'adopter ce plan. Tout d'abord, les tumeurs embryonnaires, elles se subdivisent en 2 grands chapitres. Vous avez tout d'abord les tumeurs germinales et vous avez aussi après les tumeurs du blastème. On va voir tout à l'heure un peu plus dans le détail pour les tumeurs germinales et aussi on insistera sur quelques tumeurs du blastème, surtout les plus fréquentes. Alors, pour les tumeurs germinales, c'est des tumeurs qui touchent essentiellement l'ovaire et le testicule, c'est-à-dire l'appareil gonadique. Dans ces organes, généralement, existent des tumeurs germinales qui vont se développer, mais à la naissance, elles peuvent rester à un stade embryonnaire, au lieu de se différencier en plusieurs tissus. C'est ce qui est à l'origine de tumeurs embryonnaires. Alors, ces tumeurs germinales, vous pouvez les voir ailleurs, au niveau du médiastin. Vous pouvez les voir aussi au niveau du cerveau, notamment la région cellaire. Donc, c'est très important devant une tumeur germinale d'essayer d'explorer tous ces sites anatomiques. Alors, tout d'abord, pour les tumeurs germinales, le plus souvent, elles sont bénignes. Ce qu'on appelle le tératome mature ou le kyste dermoïde. Et les tumeurs germinales malignes restent relativement très rares quand même. C'est à peu près 1 à 3%. Alors, vous avez ce qu'on appelle les tératomes et les tumeurs non tératomateuses. Elles sont différentes, notamment sur le plan pronostic. Pour le tératome, vous avez le bénin, ce qu'on appelle aussi le tératome mature, et vous avez son équivalent malin, ce qu'on appelle le tératome immature. Alors, pour les tumeurs non tératomateuses, vous avez 5 types. Alors, vous avez le dysgerminome, la tumeur vétéline, le carcinome embryonnaire et le choriocarcinome. Et toutes ces tumeurs peuvent coexister, c'est-à-dire mixtes. Vous pouvez avoir un tératome mature avec une tumeur non tératomateuse.
par exemple un dysgerminome. Vous pouvez avoir un dysgerminome avec un carcinome embryonnaire. C'est des tumeurs tellement indifférenciées qu'elles peuvent coexister en même temps. Bien sûr, quand elles sont mixtes, le pronostic est encore plus mauvais. Alors, tout d'abord, le dysgerminome ou ce qu'on appelle le séminome. Alors, c'est une tumeur germinale primitive et qui touche surtout les organes génitaux, notamment l'ovaire et le testicule. Mais je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez les voir aussi au niveau cérébral et au niveau médiastinal. Alors, ce sont les tumeurs germinales les plus fréquentes. C'est quasiment un patient sur 5. Et sur le plan microscopique, là, je vous ai pris l'exemple d'une tumeur germinale type dysgerminome au niveau testiculaire. Là, vous voyez quelque chose ici de nodulaire. Là, vous avez une masse. Regardez. Ça, c'est le parenchyme testiculaire. Hein. Il a cet aspect un petit peu jaunâtre. Et là, vous avez ici ce qu'on appelle la coiffe épididymaire. Et là, déjà, il y a quelque chose sur le plan macroscopique, un petit peu charnu. Voilà, un petit peu hétérogène. Vous avez des zones ici hémorragiques et des zones blanchâtres. Sachez qu'au niveau testiculaire et même au niveau ovarien, on ne fait jamais de biopsie. On peut suspecter ça sur le plan échographique. Après, on fait un dosage, ce qu'on appelle des marqueurs tumoraux. Donc alpha-photoprotéines, bêta-HCG. Tout ça, c'est des marqueurs tumoraux qui permettent d'orienter vers l'origine de la tumeur germinale. Et après, il faut opérer le malade. On ne fait pas de biopsie. Alors, sur le plan histologique, à la coloration standard, le dysgerminome se présente, regardez, sous forme de travée de cellules rondes ou arrondies, avec un cytoplasme très clair, riche en glycogène, et centré par un noyau très particulier parce qu'il présente un nucléole proéminent. Et surtout, ce qui permet aussi de faire le diagnostic par rapport aux autres tumeurs germinales, qu'on va citer tout à l'heure, c'est surtout ce stroma très lymphoïde, voilà, qui s'intercale entre les éléments tumoraux. Regardez ici. Ça, ce sont des lymphocytes. Donc, c'est un stroma lymphoïde. Vous pouvez avoir même un granulome associé épithélio-gigantocellulaire, comme on a l'habitude de voir dans la nécrose, ou plutôt dans la tuberculose, mais il n'y a jamais de nécrose caséeuse. Donc, c'est ça l'aspect typique d'un dysgerminome sur le plan histologique. Est-ce que vous avez des questions par rapport au dysgerminome? Alors, autre tumeur germinale qu'on a citée tout à l'heure, ce sont les tératomes. Alors, les tératomes, généralement, on les définit par la présence de plusieurs tissus matures. Donc, vous pouvez avoir tous les tissus qui existent dans l'organisme. Et lorsque vous les trouvez, on parle d'un tératome. Après, vous avez le tératome mature qui est plutôt bénin, et vous avez aussi le tératome immature qui est malin. Alors, pour le tératome bénin, regardez sur le plan macroscopique comment il se présente. Là, c'est un ovaire, hein. C'est un ovaire, c'est une lésion qui est kystique, et à l'intérieur, ce que vous voyez ici, c'est une pelote de cheveux. Je vous ai dit tout à l'heure que ça reproduit les différents tissus, des différents feuillets, mésodermiques, endodermiques. Donc vous pouvez avoir de la peau avec des cheveux, des glandes sébacées, vous pouvez avoir du cartilage, de l'os, du muscle, tissu gastrique, glandes salivaires, même un tissu nerveux. Donc c'est des tissus qui sont histologiquement matures. Donc on arrive à les reconnaître. Et sur votre image là en bas, vous avez ce qu'on appelle le tératome immature, où l'aspect devient très inquiétant, avec un aspect très charnu, regardez, très charnu, avec des zones blanchâtres, des zones hémorragiques.
Vous pouvez avoir même de la nécrose. Tout ça, macroscopiquement, ça fait plutôt immature. Alors, sur le plan histologique à la coloration standard, ça, ce que vous voyez, c'est un tératome mature. Bien sûr, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez tous les éléments tissulaires matures. Ce que vous voyez ici, un peu basophile, c'est un cartilage. Ça, c'est du cartilage mature. Et sur le côté, ou sur le versant opposé, ça, c'est un kyste épidermique. L'origine est plutôt dermique. Donc déjà, j'ai deux tissus matures. Là aussi, hein, c'est des structures un petit peu organiques qui rappellent plutôt le kyste épidermique. Vous pouvez avoir aussi de l'os, du muscle, tissu nerveux, tout ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que le tissu a un caractère bénin. Il rappelle des lésions plutôt bénignes. Donc, dès que vous les trouvez, vous pouvez poser le diagnostic de ce qu'on appelle une tumeur germinale, tératomateuse, bénigne, correspondant à un tératome mature. Mais ce qui est très important, c'est que dans ce contexte de tératome, il faudrait que la pièce doit être incluse en totalité. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un tératome qui est d'allure bénin, vous avez tous les tissus, sur plusieurs coupes, sur plusieurs lames, et sur la dernière lame, par exemple, vous tombez sur un aspect pareil. Regardez. Vous tombez sur quelque chose de plutôt indifférencié, avec des cellules, regardez, indifférenciées, sombres, noyau hyperchromatique, et vous avez même une disposition en rosette. Ce que vous voyez ici, c'est une disposition en rosette. D'où l'intérêt de tout inclure la pièce à la recherche de ce qu'on appelle un contingent immature. Ça, c'est un contingent immature. Et là, le diagnostic et le pronostic changent. Et là, vous dites que la présence des éléments indifférenciés avec une disposition en rosette qui rappelle un contingent de type embryonnaire, indifférencié, c'est pareil comme dans le cas tout à l'heure, on va voir dans les tumeurs du blastème. C'est le même aspect. Donc là, le tératome, il change de nom, il devient un tératome immature et au pronostic différent. C'est bon jusque-là? Vous n'avez pas de questions? Alors, autre tumeur germinale. Ça, ce qu'on appelle les tumeurs germinales non tératomateuses. Donc, vous avez ce qu'on appelle les tumeurs du sac vitellin. C'est appelé aussi Yolk sac tumeur. C'est des tumeurs qui touchent surtout l'enfant. Il faut savoir que ces tumeurs germinales touchent surtout l'enfant. Mais quand elles touchent l'adulte, son pronostic est plus sombre par rapport au sujet jeune. Alors, sur le plan microscopique, ici, vous avez un ovaire. Regardez, tout ça, c'est l'ovaire. D'habitude, il est petit, il mesure à peine 2 ou 3 cm. Et là, déjà, il est volumineux. Et à la coupe, vous avez un aspect très hémorragique, très charnu. Regardez, avec des zones très blanchâtres. C'est très suspect d'une tumeur ovarienne. Si vous avez l'âge inférieur à 18 ans, les adolescentes n'ont pas encore eu le temps de faire un cancer ovarien, comme celui qu'on voit chez la personne adulte. Chez l'enfant, donc, faut toujours penser à une tumeur germinale. Mais chez l'adulte, elle existe aussi, hein, donc il faut faire très attention. Et sur le plan biologique, vous avez généralement une élévation des alpha-phétoprotéines. Donc si vous avez un contexte de masse ovarienne, et vous faites aussi une échographie, après vous faites un scanner pour voir les rapports de l'ovaire avec son voisinage. Déjà, vous avez ici, sur le plan radiologique, déjà des critères suspects. Vous demandez le dosage biologique des marqueurs tumoraux. Généralement, on les fait systématiquement. Si vous trouvez une élévation des alpha-photoprotéines, il faut penser à une tumeur germinale type tumeur vétéline. Vous voyez, donc il y a toute une démarche avant d'arriver à l'anatomopathologie parce que la patiente doit être opérée sur des arguments cliniques et biologiques.
Ensuite, sur le plan histologique, c'est à nous de confirmer la nature de la tumeur. Et sur le plan histologique, regardez, c'est très caractéristique. C'est une architecture un petit peu folliculaire, un petit peu alvéolaire, parce que des fois vous avez un petit peu du vide qui rappelle un petit peu le poumon. Ce qu'on appelle une architecture alvéolaire. Et ce qui fait la caractéristique d'une tumeur vitelline, c'est la présence ici de ce qu'on appelle des corps périvasculaires de Schiller-Duval. Ça, c'est très caractéristique. Généralement, quand on a un aspect un petit peu moins évident, un petit peu solide, on a du mal à voir les caractéristiques. Donc, on cherche des critères précis. Donc, il faut aller chercher ce qu'on appelle ces corps périvasculaires ou les corps de Schiller-Duval. Et si vous avez en plus ces corps avec une élévation des alpha-photoprotéines, vous avez quasiment votre diagnostic. Sachez que l'alpha-photoprotéine, parce que parfois on reçoit des comptes rendus quasiment, ou bien des demandes d'études anapath quasiment vides, où il n'y a rien. On ne sait pas sur le plan biologique, est-ce qu'il y a des marqueurs tumoraux ou une élévation des marqueurs tumoraux particulière. Sur le plan immunohistochimique, on peut les détecter. On a des anticorps qui permettent de détecter l'alpha-photoprotéine. Donc si on peut user de l'immunohistochimie pour essayer de la caractériser devant des aspects particuliers, pas très nets, on a du mal à mettre en évidence les corps de Schiller-Duval, là on peut user de l'immunohistochimie, ce qui nous permet un petit peu d'orienter le diagnostic. Donc c'est ça ce qu'on appelle les corps du Schiller-Duval ou les corps vasculaires. C'est très caractéristique. Quand on les retrouve, on peut poser le diagnostic d'une tumeur vitelline ou Yolk sac tumeur un peu plus facilement. Parce qu'au niveau gonadique, testiculaire ou ovarien, c'est un peu plus facile de les voir. Mais si vous avez une tumeur germinale au niveau cérébral ou au niveau médiastinal, là, il y a tellement un chapitre d'autres tumeurs que parfois on peut s'égarer. On peut aller dans d'autres chapitres de tumeurs parce que chaque siège et chaque organe, il y a un groupe de tumeurs. Vous voyez? Donc au niveau cérébral, parfois on a du mal à dire qu'il s'agit d'une tumeur germinale. Donc il faut être très vigilant et essayer de chercher des critères qui vous permettent de poser le diagnostic. Alors, autre tumeur germinale, ce qu'on appelle le carcinome embryonnaire. Ça aussi, ça touche l'adolescent ou l'adolescente. Et généralement aussi, vous pouvez avoir une élévation des alpha-photoprotéines et bêta-ACG. Vous voyez, déjà, ça vous complique un petit peu la part des choses. Mais il faut toujours aussi chercher des critères histologiques pour essayer d'étayer votre diagnostic. Alors, sur le plan histologique, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici, c'est un aspect très pléomorphe. Vous pouvez avoir des structures glandulaires, vous pouvez avoir des massifs et surtout beaucoup de nécrose. Ce qui caractérise le carcinome embryonnaire, c'est une tumeur très nécrosée. C'est ce qui permet un petit peu d'orienter vers le diagnostic. Et souvent, il n'y a pas vraiment beaucoup de critères. On est obligé d'aller pour faire ce qu'on appelle de l'immunohistochimie, c'est-à-dire utiliser quelques anticorps pour essayer de l'individualiser par rapport aux autres tumeurs germinales. Et la dernière tumeur germinale, ce qu'on appelle le choriocarcinome. C'est une tumeur qui est maligne, hautement maligne, très agressive, pronostic vraiment sombre. Alors, ce qui caractérise cette lésion, ce qu'on appelle le chorio, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on appelle le syncytiotrophoblaste, le cytotrophoblaste. Voilà. Quand vous avez par exemple un produit de conception lors d'une grossesse, au premier semestre, vous avez une caduque et après vous avez les villosités, ce qu'on appelle les villosités choriales. Et les villosités choriales, elles sont entourées par ce qu'on appelle du trophoblaste, du syncytiotrophoblaste. C'est à partir de là, ce type de cellulaire qui donne les tumeurs germinales à différenciation choriocarcinomateuses.
Et sur le plan biologique, généralement, vous avez une élévation des bêta-HCG. Donc, dès que vous avez, par exemple, une adolescente, vous avez une élévation importante des bêta-HCG, vous avez une masse ovarienne. C'est très important de penser à ce type de tumeur. Alors, sur le plan histologique, je vous ai dit tout à l'heure, c'est des tumeurs qui sont tellement agressives, tellement infiltrantes, que parfois, il faut réaliser un geste très radical. Là, ce que vous voyez ici, c'est un utérus. Hein. C'est une hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale. Parce que là, le pronostic est tellement mauvais qu'il faut absolument faire un geste radical pour essayer de sauver le pronostic de la patiente. Et sur le plan macroscopique, regardez, ça c'est l'utérus. Hein. Ce que vous voyez ici, c'est l'utérus. Ça, c'est les annexes. Ici, c'est le col. Ça, c'est la lumière utérine. Normalement, c'est une lumière qui doit être fine. Et là, vous avez déjà un processus très hémorragique. Là aussi, très étendu, très nécrosé. Voilà, regardez ici, ça dépasse même le corps utérin, ou le fond ici, ce qu'on appelle le fond. Là, c'est le corps et là, c'est l'isthme. Et après, ça se termine par le col. Donc, tout ça, déjà macroscopiquement, on est devant une tumeur très agressive. Et sur le plan histologique, donc c'est ce qu'on appelle le choriocarcinome, c'est-à-dire vous avez de grandes cellules multinucléées avec plusieurs noyaux qui rappellent un petit peu le syncytiotrophoblaste. C'est lui qui se présente sous forme de grandes cellules multinucléées. Et vous avez le cytotrophoblaste, c'est des cellules rondes. Voilà, avec beaucoup d'atypie, beaucoup de mitose, nucléoles proéminents, largement nécrosés. Donc tout ça, avec une biologie où vous avez une élévation des bêta-HCG, tout ça vous permet d'orienter vers une tumeur germinale type choriocarcinome. Alors parfois, je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas assez de renseignements. On peut faire l'immunohistochimie pour détecter les bêta-HCG. Donc on peut le faire. Est-ce que c'est bon pour les tumeurs germinales? Voilà. C'est des tumeurs qui touchent surtout le sujet jeune. Quand il s'agit de tératome bénin, le pronostic est très bon. Mais quand il s'agit de tératome immature, ou bien tout ce qu'on vient de citer tout à l'heure, c'est-à-dire le choriocarcinome, le carcinome embryonnaire, la tumeur du sac vétéline et le dysgerminome, ce sont des tumeurs très agressives et malignes. Alors, autre tumeur, type de tumeur embryonnaire, ce qu'on appelle les tumeurs du blastème. Vous savez très bien que pendant le développement embryonnaire, vous avez ce qu'on appelle la crête neurale. Et dans la crête neurale, normalement, les cellules embryonnaires, après la naissance, elles ont tendance à disparaître. Et elles deviennent matures. Mais c'est peu qu'il reste quelques cellules embryonnaires dormantes. Et à partir d'un certain moment, avec des mécanismes moléculaires et biologiques très particuliers, se réveiller et développer ce qu'on appelle des tumeurs blastémateuses. Bien sûr, les tumeurs du blastème peuvent toucher aussi l'adulte. Hein. Ça existe aussi. On va voir tout à l'heure, comme par exemple le médulloblastome. Ça peut aussi toucher l'adulte. Et plus ça touche l'adulte, plus le pronostic est encore mauvais. Parce que normalement, ces cellules du blastème ont tendance à disparaître dès la naissance. Et si elles restent, elles sont susceptibles de se développer et donner ce qu'on appelle des tumeurs blastémateuses. Voilà, je vous ai mis quelques mots ici. Normalement, c'est des vestiges qui restent après le développement du tube neural. Alors maintenant, pour la dénomination, tout dépendra de l'organe où elle siège. Si vous avez par exemple une tumeur blastémateuse au niveau du rein, c'est ce qu'on appelle un néphroblastome. Si vous avez une tumeur blastémateuse au niveau du système nerveux central ou périphérique, c'est ce qu'on appelle des neuroblastomes. Ainsi de suite. Pour le poumon, c'est pneumoblastome. Pour le foie, c'est hépatoblastome. Au niveau de cérébral, la fosse cérébrale postérieure, elle a un nom particulier, ce qu'on appelle le médulloblastome. C'est au niveau médulaire. C'est bon ici pour un petit peu la nosologie. Et ce qui caractérise ces lésions, c'est surtout, elles touchent l'enfant de moins de 5 ans. Mais
rien n'est figé en médecine. Donc vous pouvez les voir à l'adolescence ou chez les sujets adultes. Mais ça reste rare par rapport à l'enfant. Alors tout d'abord, on va commencer par ce qu'on appelle le neuroblastome. Il est encore appelé sympathome, c'est-à-dire il se développe à partir des ganglions des nerfs sympathiques. Ça se développe aussi au niveau de la médulle surrénale. Donc, en anatomopathologie, pour nous, le siège, c'est important. Chaque fois quand on vous donne le siège, et surtout aussi l'âge, vous avez un chapitre de tumeur que vous devez, par réflexe, y penser. C'est comme ça. Donc, si on vous dit, c'est un enfant de 5 ans et qu'il a une masse au niveau surrénalien, vous n'allez pas penser à un carcinome, hein? Non, c'est pas encore son âge. Pensez plutôt aux tumeurs embryonnaires type blastémateuse. Alors, pour le diagnostic, sur le plan biologique, il y a un signe caractéristique, c'est l'augmentation de ce qu'on appelle les catécholamines urinaires. Mais c'est une technique qui est assez difficile, surtout quand il s'agit d'enfants, donc c'est difficile. Et elle est même coûteuse. Mais c'est surtout indiqué pour la surveillance après traitement. Parce qu'une fois le patient opéré, et après il va recevoir de la chimiothérapie, de la polychimiothérapie, on peut demander le dosage des catécholamines urinaires. Ça nous permet de dire est-ce que le patient est pratiquement en rémission ou est-ce qu'il y a un reliquat quelque part qui continue de sécréter les catécholamines. Donc c'est très important. Sur le plan radiologique, c'est surtout la scintigraphie qui permettent de les suspecter, mais on revient toujours à l'histologie pour les confirmer. Parce que là, sur le plan histologique, vous avez une multitude de tumeurs qui peuvent se présenter. Donc c'est très important d'avoir une preuve histologique. Parce que vous savez, je ne sais pas si vous savez que chez l'enfant, c'est surtout les leucémies. C'est les leucémies qui sont fréquentes. Et après, c'est les tumeurs du blastème. Donc il y a une hiérarchie. Il faut toujours essayer d'éliminer ce qui est plus fréquent avant de penser à quelque chose de moins fréquent. Alors, sur le plan histologique, regardez sur le plan macroscopique. Déjà, c'est un aspect très très charnu. Ça, c'est une surrénale. Hein. Il y a un petit peu ici de glande surrénale qui reste. Un petit, ce qu'on appelle un rime. Voilà, un petit peu jaunâtre. Vous pouvez ne pas l'avoir. D'où l'intérêt d'avoir une demande avec plus de détails sur le plan radiologique, sur le plan siège. Ici, regardez, c'est très charnu, très blanchâtre, très nécrosé, très hémorragique. Et sur le plan histologique, c'est des tumeurs aussi indifférenciées. C'est des cellules petites, basophiles, très métotiques. Elles n'ont aucune différenciation, c'est-à-dire elles ne ressemblent ni à une cellule épithéliale, ni à une cellule mésenchymateuse, ni à une cellule nerveuse. Voilà, ce qu'on appelle des cellules indifférenciées embryonnaires. Et surtout, elles ont la caractéristique de se disposer autour d'une trame fibrillaire. Voilà, ça c'est une trame fibrillaire. C'est pas un vaisseau, parce que quand il y a un vaisseau, ce qu'on appelle une pseudo-rosette, parce que les cellules tumorales ont tendance à s'approcher des vaisseaux pour se nourrir. Donc elles donnent un aspect de pseudo-rosette. Mais ici, vous n'avez rien au centre, sauf un tissu fibrillaire. C'est ce qu'on appelle les rosettes vraies ou les rosettes Dommel-Wright. C'est ce qu'on appelle des vraies rosettes et c'est elles qui permettent d'orienter le diagnostic vers ce qu'on appelle une tumeur blastémateuse. Alors, je ne vous ai pas mis tout le détail, mais sachez qu'il y a des classifications en fonction de la maturation de la cellule blastique ou la cellule embryonnaire, parce qu'elle peut se différencier, ou elle commence à se différencier. Elle devient plus grande, plus clarifiée. Et le fond devient plus important, plus fibrillaire, ce qu'on appelle une différenciation neurofibrillaire. Ça permet de dire que c'est une tumeur embryonnaire, mais qui commence à se différencier. Et parfois,
c'est sous l'impulsion des polychimiothérapies que la cellule peut se différencier. Ce qui permet encore de réduire un petit peu le mauvais pronostic. Mais ça reste, en tout cas, une tumeur embryonnaire, même si elle a tendance parfois à se différencier. Alors, autre tumeur embryonnaire blastique, vous avez ce qu'on appelle le néphroblastome, dans la mesure où quand il siège au niveau rénal, on l'appelle néphroblastome. C'est la même chose, c'est très fréquent chez l'enfant, c'est quasiment la première tumeur rénale chez l'enfant. Donc dès que vous avez en urgence, dans les urgences, un enfant qui se présente chez vous, il a moins de 5 ans, il a une masse abdominale importante, et vous faites par exemple une échographie rapidement dans l'urgence, vous avez une masse qui se développe à partir du rein, c'est un réflexe. C'est un néphroblastome jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Regardez sur le plan macroscopique. Là, c'est une coupe en deux. C'est un rein qui est coupé en deux. Regardez cet aspect très charnu. Ça, c'est des zones de nécrose, d'hémorragie. Donc tout ça permet encore plus d'orienter vers quelque chose de plus malin. Et c'est plutôt blastémateux. Sur le plan histologique, dès qu'on parle de blastème, de tumeur blastémateuse, il faut absolument l'existence d'un contingent indifférencié avec rosette Domerite. Ça, c'est caractéristique. Dans les tumeurs blastémateuses, il faut avoir ce contingent. Après, c'est en fonction de l'organe, vous pouvez avoir d'autres aspects. Parce que parfois, dans le néphroblastome, vous pouvez avoir des éléments tubulaires et des ébauches de glomérules. Voilà, c'est une tumeur embryonnaire blastique au niveau rénal qui a tendance à un petit peu se différencier pour reproduire le parenchyme rénal. Mais la persistance des éléments indifférenciés disposés en rosette nous permet de poser le diagnostic de ce qu'on appelle un néphroblastome. Alors, pour le rétinoblastome, c'est la même chose. C'est une tumeur blastique, tumeur embryonnaire, indifférenciée, hautement maligne, qui touche aussi l'enfant, mais cette fois-ci, elle siège au niveau rétinien. Donc vous voyez que pour le pronostic déjà, ce n'est pas la même chose. Alors généralement, elle touche aussi l'enfant de moins de 5 ans, mais là, c'est plutôt les nourrissons. Alors je vous ai mis là 2 mots sur le plan éthiopathogénique. Elle peut être sporadique ou bien familiale. Alors, sur le plan clinique, c'est surtout, sur le plan clinique, vous avez quelque chose là, centré au niveau de l'iris. Vous avez quelque chose de blanchâtre. Donc, quand vous examinez un enfant ou un nourrisson, et vous voyez quelque chose de blanchâtre au niveau de l'iris, il faut d'emblée penser à un rétinoblastome. Vous excluez ce qui est malin, et quand vous excluez le malin, vous partez sur les trucs plutôt bénin ou infectieux. Mais là, c'est très caractéristique, vous avez quelque chose là qui est centré. Vous pouvez avoir même une exophthalmie, c'est possible aussi. Malheureusement, pour le traitement, là, vous n'avez pas 36 000 solutions. Même si c'est un geste lourd, il faut absolument faire une énucléation de l'œil. Voilà. Parce que là, il faut absolument sauver le patient. Et sur le plan macroscopique, dès que vous coupez, là, c'est un globe oculaire. Là, c'est le nerf optique, un bout de nerf optique. Et regardez, déjà, la chambre, elle est occupée par un processus tumoral blanchâtre. Ça va dans tous les sens. Et sur le plan histologique, regardez. Parce qu'une fois coupé, une fois vous coupez la tranche, vous mettez une tranche dans une cassette, on fait une coloration standard. Et quand on regarde, regardez cette prolifération. Très très bleutée, très basophile, très indifférenciée. Et si vous passez au fort grossissement, vous allez voir la même chose que la photo en haut. C'est exactement la même chose. Des cellules embryonnaires indifférenciées avec beaucoup de mitose et une disposition en rosette, vous voyez ce qu'on appelle les rosettes Domerite. Et ça, c'est très caractéristique
de ce qu'on appelle le rétinoblastome. Ça reste relativement rare, et heureusement, mais vous n'êtes jamais à l'abri au pavillon des urgences de tomber sur des cas comme ça, sur des raretés. Alors, on termine par la dernière tumeur blastique embryonnaire, ce qu'on appelle le méduloblastome. Alors, c'est une tumeur aussi qui touche l'enfant et l'adolescent, plus rarement chez l'adulte. Alors, c'est une tumeur blastique embryonnaire de topographie précise. Vous n'avez pas le droit de parler de méduloblastome en dehors du cervelet ou de la fosse cérébrale postérieure. Parce qu'au niveau de la fosse cérébrale postérieure, vous avez le cervelet, vous avez le vermis, vous avez le plancher du quatrième ventricule et après, vous avez le tronc cérébral. Donc, déjà, le siège du méduloblastome est lui-même de mauvais pronostic. Parce que vous avez le tronc cérébral, n'importe quel processus touche le tronc cérébral, c'est un arrêt cardio-respiratoire. Donc, c'est très important. Mais généralement, avant d'arriver au tronc, vous avez le plancher du quatrième ventricule. Donc, sur le plan clinique, ça se manifeste par... Oui? Alors, quand un processus tumoral bouche le quatrième ventricule, qu'est-ce qui se passe? Oui. Donc, le LCR ne coule plus. Donc, vous avez au pavillon des urgences un enfant avec une HIC. Et si vous demandez un scanner dans l'urgence, vous pouvez tomber sur un processus tumoral au niveau des hémisphères cérébelleux ou bien au niveau du plancher du quatrième ventricule. Et là, c'est un réflexe. S'agit-il d'un méduloblastome? Alors, sur le plan histologique, c'est la même chose. C'est une tumeur blastomateuse embryonnaire. Donc, c'est des cellules indifférenciées. Regardez, très mitotiques. Ça, c'est des mitoses. Ça aussi, c'est des mitoses. Et vous avez aussi la disposition en rosette, ce qu'on appelle les rosettes Domain-Wright, au centre fibrillaire. Alors, sachez qu'au niveau du méduloblastome, on les classe. Ils sont classés en 5 en fonction de leur type histologique. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle un méduloblastome classique, voilà, avec un aspect indifférencié et des rosettes. Et là, par exemple, c'est un autre aspect, ce qu'on appelle un méduloblastome desmoplasique nodulaire, c'est-à-dire les cellules embryonnaires, elles maturent. Voilà, elles maturent. Et quand elles maturent, elles perdent leur caractère très basophile et elles deviennent plus clarifiées avec un réseau de réticuline très important, un aspect nodulaire, d'où le nom du desmoplasique nodulaire. Sachez que si même ces méduloblastomes, quel que soit le type histologique, il est de grade 4 pour l'OMS 2016. Parce que ces tumeurs sont classées en fonction de l'OMS. Et les classifications de l'OMS sur le plan histologique, elles sont courantes. Toutes les tumeurs sur le plan anatomopathologique sont classées en fonction de l'OMS. Parce qu'on utilise un langage commun, on utilise une dénomination commune, c'est-à-dire si moi je réponds méduloblastome et que le patient décide d'aller au Canada, ils comprennent aussi que c'est un méduloblastome. Ou même en Chine, c'est la même dénomination pour tout ce qui est tumoral. Donc là, c'est une variante, ce qu'on appelle desmoplasique nodulaire, même s'ils ont le grade est 4, quel que soit, le pronostic, il est moins agressif que la forme classique. Voilà, c'est juste pour un petit peu, pour votre information. Mais sachez aussi qu'il y a d'autres formes. Hein. Il y a ce qu'on appelle aussi le desmoplasique, le classique. Vous avez aussi la grande cellule, l'anaplasique, avec différenciation rhabdomyoblastique. Alors c'est tout un truc interminable. Donc sachez, là je vous ai donné quelques exemples pour essayer de les retenir comme ça. Mais au fur et à mesure de votre progression, vous allez comprendre qu'il y a... Donc, si vous exercez de la neurochirurgie, vous devez quand même connaître les autres formes. Si vous exercez de l'oncologie, il faudrait aussi connaître les autres formes. Ça sera comme ça. Donc, vous débutez en matière de cancérologie, mais sachez qu'après, quand vous feriez, Inch'Allah, votre spécialité, vous allez devoir un peu plus aller dans le détail. Donc, si vous êtes chirurgien viscéraliste, vous devez connaître aussi le néphroblastome. Vous devez aussi connaître tout. Si vous faites du thoracique, vous devez aussi les connaître parce que vous allez opérer le médiastin. Vous voyez,
Donc là, c'est une simple introduction, mais sachez que sur le plan OMS, elles sont classées, elles sont répertoriées avec tous les sous-types, bien sûr tout le pronostic. Alors pour le traitement, vous avez d'abord la chirurgie. Il y a toujours une option de chirurgie, il faut opérer, surtout quand il s'agit de tumeurs embryonnaires au niveau cérébral, il faut absolument lever la compression et l'urgence. Et ensuite, le traitement aussi, c'est de la polychimiothérapie. C'est des tumeurs qui sont très chimiosensibles. Les tumeurs embryonnaires, elles sont très chimiosensibles. Donc la chimiothérapie peut donner une rémission complète. Et pour la radiothérapie, ce n'est pas partout. C'est surtout réservé au méduloblastome. Parce que contrairement aux autres tumeurs embryonnaires, le méduloblastome, il est un petit peu chimiorésistant. Et plutôt radiosensible. Donc c'est surtout la radiothérapie qui est indiquée pour le médulo plus que la chimio. Même si actuellement, il y a beaucoup de nouvelles drogues qui ont quand même une action plus ou moins intéressante en matière de traitement. Alors pour l'évolution, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est un pronostic qui reste mauvais au stade clinique. Tout dépend aussi du stade clinique. Mais sachez que par exemple, pour le méduloblastome, c'est une tumeur blastémateuse curable. Hein. On peut guérir du méduloblastome. Tout dépend de la qualité de prise en charge, de la rapidité. Bien sûr, j'ai dit tout à l'heure, il faut la radiothérapie. Avec les délais de radiothérapie actuels, donc déjà, on perd quasiment le pronostic. Donc tout ça, c'est pour ça qu'à l'étranger, c'est un circuit balisé particulier. Voilà. Parce que quand vous avez une tumeur blastémateuse dont on vous dit pendant votre cursus qu'elle est hautement maligne et qu'elle est de pronostic sombre, mais quand vous arrivez au terrain, sur le terrain, sachez qu'avec la pratique courante, avec les traitements actuels, on peut guérir du méduloblastome. Et ça existe. Hein. S'ils sont bien pris en charge, s'ils ont un type ou un sous-type plutôt bon par rapport aux autres, même si le grade c'est le même, si vous avez une radiothérapie qui est donnée au bon moment, pas en retard, si vous avez une chimiothérapie bien indiquée, donc le malade peut guérir. Et c'est pareil pour le neuroblastome. C'est des tumeurs qui restent curables. Alors, pour la conclusion, voilà, donc les tumeurs du blastème, c'est des tumeurs qui restent malignes. Elles sont subdivisées en deux chapitres, tumeurs germinales et tumeurs blastémateuses. Aussi, tout dépend aussi sur le plan histologique de la localisation. Donc si vous êtes au niveau rénal, vous êtes devant plutôt un néphroblastome. Si vous êtes au niveau cérébelleux, c'est plutôt un médulo. Donc tout dépendra de la localisation. Alors même si le pronostic reste sombre, si la prise en charge elle est de qualité, elle est précoce, la curabilité est tout à fait possible à obtenir. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Même par rapport au cours de lundi, vous n'avez pas de questions? C'est bon? Très bien, donc on se reverra pour les TD. Yak. Les TP ou la TD, c'est pareil. TP plutôt, oui. J'ai transmis le cours à votre délégué, Yak. Vous récupérez le cours chez le délégué.